Décapité, découpé en plusieurs morceaux, le corps martyrisé et supplicié de Luc a ainsi été retrouvé dans un sac poubelle. Luc, un ingénieur à la retraite, a été tué de cette façon si sauvage, et cela pour un motif bien sordide. Voici son histoire. Avant de vous parler de cette effroyable histoire, je vais d'abord un petit peu vous parler de Luc. Luc, c'est un homme qui a environ 56 ans au moment des faits. C'est un retraité. Eh oui, c'est un jeune retraité. Il n'a que 56 ans finalement. Mais il a décidé de prendre sa retraite et de s'occuper de ce qu'il aime le plus au monde, à savoir sa famille. Alors Luc, c'est un mari parfait. Il est marié avec la même femme depuis 40 ans environ. Il l'aime comme au premier jour. C'est un père de famille exemplaire. Il a 4 enfants. Il a une passion pour ses enfants. C'est un excellent père de famille. Et c'est un très bon grand-père également. Luc est complètement gaga de ses petits-enfants. Ses petits-enfants l'adorent. Il est drôle, il est gentil, il est prévenant. C'est un mari idéal, un père de famille exceptionnel et un grand-père complètement gâteau. Bref, Luc mène une existence absolument idéale avec sa famille qu'il adore. Le dimanche, ce sont les déjeuners familiaux. Les enfants invitent très régulièrement leurs parents à déjeuner ou à dîner. Et bien souvent, Luc va chercher ses petits-enfants à l'école et au collège. Donc vous l'aurez compris, Luc mène une existence paisible, calme, de retraité, heureux et sans problème. De conditions sociales assez aisées, il vit dans une belle maison, dans un quartier chic de Bruxelles. Donc en résumé, Luc est un homme instruit, cultivé, qui aime voyager, qui adore sa famille. Voilà, j'ai dressé, je pense, un portrait assez fidèle à ce qu'était Luc, sans ennemi aucun, beaucoup d'amis. C'est un modèle pour sa famille en tant que père, en tant que grand-père, en tant que mari. Voilà, Luc, a priori, n'avait aucun ennemi. J'ai un petit peu brossé le portrait de la famille idéale et de l'homme idéal, mais c'est comme ça que les voisins, les amis, les proches percevaient Luc. Mais malheureusement, cette vie rêvée va voler en éclats un jour de mars 2009. Nous sommes précisément le 4 mars 2009 et Luc est chez son fils. Il prend un apéritif. Lorsqu'il reçoit soudainement un SMS ou un coup de fil de sa femme violente. Alors elle a un nom un peu spécial, sa femme, parce qu'elle est d'origine allemande. Alors, à nos oreilles, cette consonance, elle est un peu spéciale, violente. Mais peut-être qu'en Allemagne, c'est un prénom assez usuel. Je ne saurais vous dire. Toujours est-il qu'il reçoit un message de violente, lui demandant de rentrer, car elle a préparé un déjeuner pour son mari. Elle lui a préparé même le repas qu'il préfère. Vous vous rendez compte, presque 40 ans de mariage, elle lui fait son petit repas du midi, il est ravi, il est enchanté parce qu'il adore sa femme, il est fou de sa femme lui. Donc, il quitte précipitamment son fils et va rejoindre sa dulcinée pour le déjeuner. Le lendemain, c'est au tour de leur fille de les inviter pour le dîner. Alors qu'elle s'apprête à mettre le couvert et à préparer la table, elle reçoit un SMS de son père qui s'excuse et qui lui dit qu'il ne pourra malheureusement pas assister au dîner parce qu'il est parti au Luxembourg pour affaires. Voilà, elle ne sait pas ce que ça veut dire pour affaires, mais elle est extrêmement déçue parce que son père ne va pas venir. Donc, triste, enfin, pas triste, mais enfin, déçue, elle enlève un couvert et puis elle attend sa mère. Et pendant qu'elle l'attend, elle reçoit un second SMS de son père qui lui dit cette fois qu'il est parti en train. Alors, ça c'est bizarre parce que lui qui déteste les transports en commun, il prend toujours sa voiture. Alors elle comprend pas très bien, c'est très bizarre, elle attend des explications. Et Violente arrive tranquillement au dîner, seule, bien sûr, elle est seule.
Donc, on parle de Luc, mais Violante, elle dit bah, « Ne vous inquiétez pas, il a l'habitude de partir quand même, votre père. Et là, il est parti au Luxembourg parce que on fait des travaux à la maison et que les matériaux coûtent beaucoup moins cher au Luxembourg. C'est pour ça qu'il est parti. » Il n'y a franchement rien d'inquiétant, ne vous inquiétez pas, tout va bien, voilà, il va revenir demain certainement. Bon, la soirée se passe, le dîner s'achève, mais l'ambiance, elle est curieuse, voilà. On ne sait pas pourquoi, la fille, vous savez, des fois, on a une sorte d'intuition, des mauvais pressentiments, il n'y a rien, quoi. Bon, elle a reçu 2 SMS de son père, il n'est pas là, il n'y a pas de quoi en faire un plat, mais je vous rappelle que c'est un papa gâteau, voilà, puis on connaît ses parents, quoi. Donc, on n'aime pas cette soirée, on essaye de joindre Luc à plusieurs reprises et on tombe sur son répondeur. Ce qui ne rassure pas la fille, mais qui n'inquiète pas du tout Violante, par contre. Voilà, la nuit se passe ainsi, un petit peu dans l'angoisse. Ah, mais le lendemain matin, ouf, un nouveau SMS de Luc. Ah, tout va bien. Enfin, non. Tout va pas si bien que ça, parce que les enfants, au lieu d'être rassurés par ce 3e SMS, ça fait l'effet paradoxal, ça les inquiète davantage. Et oui, ça les inquiète davantage, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, les SMS sont truffés de fautes d'orthographe. Or, Luc est un homme extrêmement cultivé et ne fait jamais de fautes d'orthographe. Première chose. Deuxième chose, les enfants ne reconnaissent pas le style de leur père. Il crie pas comme ça, Luc. C'est pas son genre d'employer ce genre de vocabulaire, ce genre de tournure de phrase. C'est pas lui. Et non. Et là, ils en sont sûrs. C'est pas lui qui écrit. On essaye de se faire passer pour papa. Alors là, les enfants sont vraiment très angoissés et ils vont aller immédiatement à la police. Ils vont aller déclarer la disparition de leur père. Et en Belgique, contrairement un petit peu à ce qui se passe en France, eh bien, la disparition, elle est prise très au sérieux. C'est-à-dire que la police, elle va pas dire aux enfants « Oh, votre père, il a 56 ans, il a le droit de disparaître, on est adulte, on est majeur. » Non, pas du tout. En France, ça se passe comme ça. Mais en Belgique, la police belge, elle est super réactive. Ils vont tout de suite considérer que cette disparition, elle est inquiétante et ils vont immédiatement commencer leur enquête. Ils vont aller au domicile de Luc et ils vont aller interroger son épouse qui répond tout à fait normalement aux questions. Bah oui, Luc est parti au Luxembourg, comme je l'ai dit aux enfants, acheter du matériel pour la construction de la maison. Violante dit à la police qu'elle l'a eu au téléphone et que tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi il s'inquiète autant, moi j'ai des nouvelles. Et puis non, les SMS, c'est bien lui, non, c'est son style, je reconnais, il y a vraiment, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci. Moi je ne m'inquiète pas personnellement. La police va perquisitionner dans la maison. Elle découvre rien de probant, pas de traces de dispute, la maison est en ordre. Voilà, ils ont fait leur tour, ils ont fait leur boulot. Maintenant, voilà, l'enquête va suivre son cours. L'enquête qui débute met en évidence que le couple va très bien. Je vous ai dit, ils sont mariés depuis presque 40 ans. Aucune dispute, pas d'amant, pas de maîtresse. Bon, rien qui cloche, quoi. Il est peut-être tout simplement encore au Luxembourg. C'est ce que va conclure, en tout cas au début, la police. Alors, comme Violante a affirmé avoir eu son mari au téléphone, les esprits se calment un peu. On est un petit peu rassuré. Tout du moins pour 24 heures. Car le lendemain, il n'y a toujours pas de nouvelles de Luc. Il n'y a pas de nouvelles physiques, on ne l'entend pas au téléphone. Et c'est au tour de la mère de Luc de s'inquiéter. Parce que Luc, je vous ai dit, c'est un bon mari, c'est un bon père, c'est un bon grand-père. Mais c'est également un très bon fils. Et il appelle sa mère régulièrement. Et là, sa mère, elle n'a pas de nouvelles. Alors ça aussi, ça inquiète énormément. Ça, c'est pas normal. Luc qui n'appelle pas sa famille, c'est déjà pas normal. Mais alors, qui n'appelle pas sa vieille maman qu'il adore, non, là, il y a quelque chose... Donc, rebelote, branle-bas de combat. Là, il faut agir. Il faut agir vite. Donc,
Des affiches d'avis de disparition sont placardées partout, dans toute la ville. Et là, même Violante, elle est inquiète. Là, elle fait plus la maline, hein, non, elle est inquiète aussi. Elle n'a pas de nouvelles de son époux, c'est pas normal. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle va encourager toute la famille à faire des recherches. Et là, il y a 3 jours qu'il a disparu, Luc. Ça fait 3 jours. Mais tout d'un coup, par miracle, il se manifeste à nouveau avec un SMS. Mais c'est pas possible, c'est pas lui. Il y a trop de fautes d'orthographe et c'est pas du tout le style de Luc. La famille, elle est paniquée parce qu'elle sait, elle comprend bien que quelqu'un de mal intentionné essaye de se faire passer pour Luc. Et tout d'un coup, les 4 enfants sont réunis et c'est une enclume qui leur tombe sur la tête parce qu'ils vont réaliser quelque chose d'effroyable. La façon dont sont écrits les SMS, je vous ai déjà dit que c'était pas du tout le style de Luc. Mais pire encore, c'est la façon dont écrit leur mère. Ils reconnaissent le style de leur mère. Mais c'est pas possible. Elle cache des choses. Elle sait très certainement ce qui s'est passé. Pourquoi elle imite notre père? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle sait qu'elle ne veut pas dire? Les choses vont un petit peu plus se corser. Les enfants, horrifiés, font part de leurs doutes à la police. Et là, cette fois, la police, elle va un petit peu hausser le ton et elle va à nouveau interroger Violante, qui continue de dire qu'elle a eu son mari au téléphone et qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la police, cette fois, elle va pas en rester là. Elle va s'intéresser à la téléphonie et ils se rendent compte, malheureusement, que déjà, elle n'a jamais téléphoné à son mari. Elle ne lui a jamais envoyé ni de messages vocaux, ni de SMS. C'est curieux. Son mari disparaît et elle n'essaye pas de le joindre. Mais il y a pire encore, parce que la police, elle va constater qu'en fait, quand les enfants recevaient un SMS de leur père, le téléphone de Luc et le téléphone de Violante, qui étaient juste à côté. Voilà, ça veut dire que en fait, Luc n'a jamais quitté la Belgique, puisque le téléphone borne toujours en Belgique. Il borne jamais au Luxembourg. Donc il n'est jamais parti. Et du coup, il n'a jamais envoyé les SMS. Suite à ces découvertes, Violante est immédiatement placée en détention provisoire. Elle continue d'être interrogée, mais elle continue de nier. Pour elle, Luc est parti au Luxembourg. Elle ne démord pas de ses affirmations. Elle dit ne rien savoir. Je ne sais rien. Donc, en résumé, le téléphone de Luc n'a pas bougé de Belgique. Il ne s'est pas éloigné du domicile conjugal. Voilà, parce qu'il était toujours avec le téléphone de sa femme. Et d'autre part, sa voiture non plus n'a pas bougé. Elle est toujours en Belgique. Elle est dans le jardin. Bon, pour la police, c'est étrange, mais ça ne veut pas dire non plus grand-chose. On sait seulement que Luc n'est jamais parti. Voilà, l'enquête, elle est au point mort. On en est là. Lorsque une femme qui se promenait va faire une découverte capitale. Elle va retrouver la mallette de Luc. Donc en gros, si la mallette elle est là, on a la preuve indéniable que Luc n'est jamais parti. Parce que cette mallette, en fait, c'est son 3e bras, vont dire les enfants. Il ne quitte jamais cette mallette. Il y a tout dedans. Il y a ses papiers, il y a des documents, il y a ses clés, il y a ses pièces d'identité. Enfin bref, sa mallette, elle est greffée à lui. Voilà, il ne s'en sépare jamais. Lorsque les enfants apprennent que la mallette a été découverte, ils s'effondrent. Parce qu'ils comprennent que leur père est mort. Ouais. Si Luc n'est plus avec sa mallette, alors malheureusement, leur père n'est plus en vie. Et désormais, c'est plus Luc qu'ils vont rechercher, mais c'est un corps. Un corps. Comment trouver un corps? Comment retrouver? Et puis, le jour où la mallette a été retrouvée,
quelques heures plus tard ou pendant la nuit, je ne sais pas exactement, un des fils va avoir un horrible souvenir qui va se rappeler à lui. Des fois, le cerveau, il joue des tours bizarres. Eh bien là, va sortir de son subconscient des disputes entre sa mère et son père alors qu'ils étaient jeunes, qu'ils habitaient une maison de campagne. Et la mère disait souvent à son père, quand ils se disputaient, « Ah, tu m'énerves tellement, un jour je te mettrai dans la citerne. » Ouais, elle proférait comme ça des menaces. Et là, waouh, il a un éclair. Maman a mis papa dans la citerne. Mais pour lui, c'est une évidence. Il prévient immédiatement ses frères et ses sœurs qui décident au petit matin d'appeler le nouveau propriétaire parce qu'ils habitaient cette maison à la campagne lorsqu'ils étaient jeunes et depuis la maison a été vendue. C'est un nouvel occupant qui l'habite depuis des années. Donc ils le préviennent et ils lui demandent est-ce qu'on peut venir le plus rapidement possible voir s'il y a quelque chose dans la citerne. Alors un peu intrigué, le propriétaire, oui bien sûr, venez le plus rapidement possible. Donc les enfants prennent la voiture, à tombeau ouvert vont dans leur ancienne maison de campagne, ils vont dans la citerne, et là, ouf, leur père n'y est pas. Waouh, oh le choc, papa n'est pas là-dedans. J'ai dit n'importe quoi. Donc il remercie le propriétaire soulagé, on va dire, de ne pas avoir fait d'horribles découvertes. Et en repartant, il se dirige vers un bois, vers un chemin, et il y a un des fils qui découvre un sac poubelle. C'est bizarre un sac poubelle là, comme ça, jeté comme ça là. Est-ce que c'est un instinct? Est-ce que c'est quoi? Pourquoi il va voir ce sac poubelle? Il l'ouvre. Mais quelle horreur! La vision d'horreur que le malheureux va avoir. Il découvre des morceaux de pieds, il découvre la tête de son père, il découvre les membres de son père découpés, il découvre également des chaussures, des vêtements. En tout, il y a 9 membres qui ont été sciés et mis dans ces sacs poubelles. Et le sac poubelle a été jeté à la va-vite dans ce chemin près de leur ancienne maison. Mais quel choc! Je peux même pas imaginer un seul instant la scène épouvantable que le fils a pu vivre avec ses frères et sœurs quand ils découvrent les morceaux de leur père. Dès que cette épouvantable découverte est faite, l'enquête repart à zéro. Luc a été assassiné et le meurtrier a voulu se débarrasser du corps de façon absolument ignoble, d'une façon innommable. Allez, cette fois, on rigole plus. On retourne perquisitionner dans la maison de Violante et de Luc. Et cette fois, c'est l'artillerie lourde. Il y a des chiens, il y a des labos volants. On prend toutes les empreintes possibles et inimaginables. On relève le maximum d'ADN, bref, c'est la totale. Et on finit par trouver du sang dans le garage. Eh oui. On constate que le sol a été préalablement nettoyé, ainsi que les murs. On va retrouver dans la chambre de Violante des munitions. On ne sait pas trop à quoi elles ont servi. On le saura plus tard. Voilà. La première fois, ça n'avait pas été trouvé. Peut-être que la perquisition n'avait pas été très poussée. Et puis, on va retrouver, alors, quelque chose qui glace le dos. On va retrouver les mêmes sacs poubelles chez Violante, les sacs poubelles qui contenaient les membres découpés de Luc. Les mêmes, exactement les mêmes. Et ce qu'on va trouver encore est bien pire. On va trouver une boîte qui contenait une scie électrique. Donc on va immédiatement réinterroger Violante. Et cette fois, la police, elle va pas prendre de gants. Ce qu'elle va dire,
va vraiment étonner la police. Je vous rappelle que la première version qu'elle avait dit, c'était que Luc était parti au Luxembourg. Bon, dans la deuxième version, elle dit qu'elle a retrouvé son mari avec un sac plastique sur la tête et un fusil placé à côté de lui. Voilà. Et elle va expliquer qu'elle était terrorisée, qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle pense que Luc, qui avait souvent de la liquidité sur lui, a été suivi depuis le Luxembourg, très certainement par des hommes qui en voulaient à son argent. Il y a dû avoir une dispute dans la maison et ces bandits, ces hommes ont tué son mari et ont pris l'argent. Voilà. C'est ce qu'elle va dire dans cette version. Bon, la police, elle est quand même un petit peu dubitative quant à cette version. Elle continue sa déposition en disant que quand elle a découvert le corps, elle a eu très peur d'être accusée, d'être soupçonnée. Alors c'est pour ça qu'elle a dit qu'il était parti au Luxembourg. Et puis, il fallait bien qu'elle se débarrasse du corps. En fait, il n'y a pas 36 000 façons de se débarrasser d'un corps. On le donne au cochon, en prenant soin de récupérer les dents. On le fait brûler, mais bon, c'est très long à brûler un corps, et puis ça sent mauvais. Une troisième possibilité, c'est l'acide chlorhydrique. Enfin, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc en fait, elle a pensé à le découper. Voilà. Et elle va même dire aux policiers, une phrase assez étonnante, elle va dire que c'est en fait assez facile de découper un corps avec une scie électrique. Quand la police va lui dire, pourquoi vous avez préféré découper votre mari plutôt que de prévenir la police, elle va dire qu'elle a eu peur d'être soupçonnée du meurtre. Donc elle a préféré se débarrasser de Luc de cette façon. Bien sûr, la police, elle n'est pas du tout convaincue par cette version abracadabrante. Et elle va mener une enquête très approfondie sur Violente. Et ce qu'ils vont découvrir va les laisser pantois. Donc ils vont découvrir qu'il y a 2 Violentes. Il y a la mamie parfaite, la bonne épouse et la bonne mère de famille, qui a un poste assez important au Parlement européen. Et puis, une autre Violente, une femme d'une 60aine d'années, qui refuse de vieillir, qui est très séductrice avec les hommes, qui a des tenues assez affriolantes, qui s'habille très court, qui met des décolletés plongeants. Elle est très provocante, elle aime énormément plaire aux hommes, mais plaire aux hommes qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, et dont elle se paye très souvent les services pour des relations sexuelles. On va apprendre également que Violente, dans les années 80, a été mutée en Afrique, au Burkina Faso, dans le cadre de son travail. Elle avait une mission à faire là-bas, et qu'elle est tombée littéralement amoureuse de ce continent. Elle a eu une passion pour l'Afrique, mais pas que. Elle a eu une passion également pour les Africains, et notamment pour les relations intimes. Voilà, ça a été une véritable révélation. Donc elle est restée un bon moment en Afrique, et puis quand elle a fini sa mission, elle est rentrée en Belgique, et si vous voulez, elle a continué à rechercher ce qu'elle avait trouvé en Afrique, mais en Belgique. Donc, elle va aller dans les endroits plus ou moins malfamés de la capitale. Elle va aller rechercher des hommes africains pour avoir des relations sexuelles avec elle. Elle va aller dans des bars assez glauques, dans les arrière-salles, où elle aura des relations sexuelles avec eux. Elle y va habillée de façon très provocante, comme une jeune fille de 20 ans, habillée très court, des talons hauts. Voilà, je vous passe les détails. Et bien souvent, ces relations sont tarifées. Voilà, parce qu'elle prend des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. En fait, ils se rendent compte qu'elle veut pas de cette vie de mamie gâteau, être appelée mamie ou mémé. Non, c'est pas pour elle ça. Elle a 60 ans,
Elle veut pas de cette vie rangée, pépère, le 4x4 à 4 heures, le déjeuner familial du dimanche. Non, elle veut s'amuser, elle veut s'éclater, elle veut plaire, elle veut séduire. Et bon, son vieux mari, il l'ennuie. Il l'ennuie, son mari. Il est vieux, bien qu'il soit plus jeune qu'elle, mais bon, voilà. Il pense qu'à sa famille, à son déjeuner du dimanche. Non, elle veut pas s'encrouter, elle. Pas du tout. Elle veut pas de cette vie-là. Alors, la police, elle se pose la question, est-ce que cette vie un peu dissolue et, bon, marginale sur le plan sexuel, est-ce que le mari n'aurait pas été gênant? Est-ce qu'elle n'aurait pas voulu se débarrasser de son mari pour commencer une nouvelle vie? C'est la question qu'on pourrait se poser. Donc, ils vont étudier à fond la vie de Violante et ils vont commencer, bien sûr, par étudier son téléphone. Et là, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir qu'elle a un amant qui s'appelle Bob, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, il a une trentaine d'années, je vous rappelle qu'elle en a 60, et que voilà, ce Bob la fait sentir belle, jeune, désirable, elle l'aime, il l'aime, ils sont bien ensemble. C'est un homme de la nuit, il est extrêmement dragueur, c'est un gigolo. Il a plusieurs maîtresses qui sont toutes plus âgées que lui. Il se fait payer, voilà. Elles prennent du bon temps avec lui. C'est un métier comme un autre. La police s'interroge. Est-ce que, à cause de cet amant Bob, encore une fois, la femme, elle n'aurait pas voulu faire disparaître son mari? Et puis Bob va balayer les doutes de la police. Il va dire non, pas du tout. Elle et moi, c'est juste du sexe. Je suis payé, je lui fais plaisir, mais ça va pas plus loin. Voilà. En aucun cas, elle a voulu se débarrasser de son mari à cause de moi. Il va même montrer un SMS à la police que Violante a envoyé à Bob, où elle lui dit que son mari a disparu et que si il est un jour interrogé par la police, il faut dire que c'est fini entre elle et lui, qu'ils ne se voient plus. Bon, c'est un peu louche, mais ça n'en fait toujours pas une meurtrière. Elle nie toujours. Il n'y a aucune preuve contre elle qu'elle a fait du mal à son mari. Cependant, elle est toujours en prison. On recherche la vérité. Et un jour, sa fille va la voir en prison. Elle a un doute, sa fille. Oui. Et elle va lui dire « Maman, s'il te plaît, dis-nous la vérité. C'est terrible de ne pas savoir. Est-ce que tu l'as tué, oui ou non ?» Violante va à nouveau vouloir être réentendue par la police et elle va à nouveau donner une nouvelle version. Elle va avouer. Elle va dire oui, je l'ai tué. Oui, j'ai tué mon mari. Mais je l'ai tué en légitime défense. Il était violent avec moi. Il me battait. J'ai voulu me défendre. Il était agressif, il avait bu, il m'insultait, il était hors de lui. Verbalement, c'était épouvantable, il était très agressif. Il était complètement saoul. Je me suis cachée sous le lit. J'avais peur. Il me violait. Donc, j'ai attendu qu'il s'endorme. Et en fait, je voulais me débarrasser de mon bourreau, de mon tourmenteur. J'en pouvais plus de cette vie. C'est une vie faite de violence. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Puis après, je comptais me suicider. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Voilà, c'était lui ou c'était moi. Donc une fois endormie, je suis montée dans la chambre et je lui ai tiré une balle dans la tête. Après, il a bien fallu que je me débarrasse du corps. J'ai été acheter une scie électrique et je l'ai découpée. Je l'ai mis dans des sacs poubelles et j'ai été m'en débarrasser dans un petit chemin qui était pas très loin de notre ancienne maison. Voilà, elle a avoué. La messe est dite. Mais les policiers ne croient pas tellement à ce scénario de femme battue. Ils font une enquête, bien sûr. Jamais il y a eu un bleu, jamais il y a eu une plainte. On n'a jamais vu Violante à l'hôpital. Aucune trace, aucune plainte. Est-ce que pendant 38 ans, il aurait été violent sans que personne s'en aperçoive? Ni la famille, ni les voisins? Non, ça colle pas, c'est pas possible.
Et puis des analyses toxicologiques vont être faites dans le sang de Luc et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune trace d'alcool. Donc il n'était pas du tout ivre, comme l'a affirmé Violante. Encore un mensonge. Donc l'enquête se poursuit, Violante est toujours en prison, on interroge l'ordinateur de Violante et on s'aperçoit que lorsqu'elle dit qu'elle est sous le lit apeurée en attendant que Luc s'endorme pour aller le tuer, parce qu'elle a peur, en fait, pas du tout. Elle est en train de faire des transactions financières et elle vide le compte de Luc et elle le met sur son compte personnel. Elle est en train de vider le compte commun, si vous voulez. Voilà. Donc, elle n'est pas du tout apeurée, elle n'a pas peur, elle est extrêmement lucide. Voilà, on constate en fait que elle interroge sans arrêt son compte bancaire environ de 2 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Alors, son histoire d'être sous le lit, ça ne tient pas du tout debout. Elle est tranquillement en train de siphonner le compte de Luc et elle prépare sa retraite dorée au soleil parce qu'on apprend également qu'elle a l'intention de retourner vivre en Afrique avec le dénommé Bob. Mais Bob, c'est son boulot d'être gigolo et de faire plaisir aux femmes, donc il faut le payer. Et elle a besoin d'argent pour ça. L'argent de son mari. Et ce que vont dire les médecins légistes, c'est que Luc est mort bien avant 2 heures du matin, donc elle l'a tué, elle l'a découpé, elle l'a mis dans des sacs poubelles, et après, elle va tranquillement sur son ordinateur vider le compte. Voilà, ça laisse pantois. Donc l'argent serait immobile. On s'aperçoit également qu'elle est extrêmement dépensière, elle aime le luxe, elle aime les belles choses, elle aime les hommes jeunes et elle est criblée de dettes. Donc l'argent, c'est vraiment un mobile très intéressant. Ajoutez à ça son plan diabolique de repartir en Afrique, d'y acheter une belle maison, d'y installer le dit Bob et de bénéficier surtout de ses faveurs sexuelles. Eh bien, il lui faut beaucoup d'argent. Voilà, c'est la seule solution. La solution, c'est de se débarrasser de son vieux mari riche. Je dis vieux, mais bon, il n'est pas vieux du tout à 56 ans. Mais elle le considère comme vieux, puisqu'elle a des amants qui ont 20-30 ans. Le 20 novembre 2011 se déroule à Bruxelles le procès. Les enfants sont absolument anéantis, catastrophés, dévastés. Malgré tout, elle va maintenir sa version. Elle dit que c'est pour se protéger qu'elle l'a tué. Elle a été obligée. C'était lui ou moi. Elle continue sur cette défense. Mais voilà, lors de la reconstitution, on lui a demandé d'aller sous le lit, puisqu'elle dit qu'elle s'y est réfugiée. Or, elle est incapable de rentrer sous le lit. Elle est un petit peu trop grosse. Ça passe pas. Elle peut pas se cacher. Il n'y a pas de place. Et on va montrer les photos de la reconstitution aux jurés. Donc là, ils comprennent qu'elle ment. Premier mensonge parmi de nombreux mensonges. Lorsqu'elle a dit aux policiers qu'elle voulait mettre fin à ses jours après avoir tué son mari, on va lui demander, lors de la reconstitution, toujours, on va lui demander de montrer comment elle a essayé de mettre le fusil, comment elle a voulu se suicider. Et elle avait dit lors de sa déposition qu'elle avait mis le canon dans sa bouche. Or, c'est pas possible. Le fusil est trop grand, enfin, le canon ne rentre pas. Là aussi, les photos vont être montrées aux jurés. Encore un mensonge. Ça prouve bien évidemment qu'elle n'a jamais eu l'intention de se suicider. Lors du procès, on va apprendre également que lors des analyses toxicologiques de Luc, on a découvert une dose énorme de Valium. Elle va finir par avouer qu'elle lui a donné une plaquette entière. De quoi assommer un bœuf à tel point que le légiste dira que si elle avait attendu un petit peu, il aurait fait un arrêt cardiaque. Il serait mort des suites de surdose de Valium. Elle n'avait pas besoin de lui tirer une balle dans la tête. Et on va lui demander, mais d'où provient le Valium? Parce qu'elle n'en a pas, il n'y a pas de prescription de Valium. Alors elle va dire qu'elle a séduit un petit peu le dentiste
à qui elle a dit qu'elle se sentait fatiguée, qu'elle se sentait mal. Et ce serait sympa s'il pouvait lui procurer du Valium comme ça, de la main à la main. Voilà. Il s'est fait embobiner, il lui a donné du Valium. En fait, elle en a jamais pris du Valium. C'était tout simplement pour le donner à son mari de temps en temps dans le café. Et quand je dis de temps en temps, c'est assez souvent dans le café. Comme ça, après le déjeuner, il s'endormait et elle allait dans les bars malfamés de la capitale. Voilà, avoir des relations sexuelles avec les hommes, comme je vous l'ai expliqué. Donc tout ce qu'on va découvrir au procès, c'est que c'est une femme extrêmement machiavélique, manipulatrice, voire même démoniaque. Donc la partie civile va démontrer qu'elle lui a donné du Valium avant de lui tirer une balle dans la tête. Qu'est-ce que ça signe? Eh bien ça signe la préméditation. Les enfants horrifiés par ces nouveaux faits dénotent que leur mère est une grande menteuse, une femme dangereuse. Les enfants ont le sang glacé, les enfants et les petits-enfants. Ils se rendent compte que leur mère, depuis le début, a joué la comédie, quoi. Le jour où elle cherchait le père, par exemple, lorsqu'elle collait les affiches avec eux et qu'elle pleurait, en fait, quelques heures avant, elle venait de découper son mari. Effrayant. Le 24 novembre 2011, le jury va la condamner à 24 ans de réclusion pour assassinat. Voilà, comme d'habitude, c'est une histoire bien triste que je vous raconte, mais malheureusement vraie. J'espère que cette histoire vous aura plu malgré tout. Toutes mes pensées vont à la famille, à ses enfants et à ses petits-enfants. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau crime sur 1001 crimes. Merci.